Aujourd'hui, tu vas voir les meilleurs monologues de l'histoire du cinéma. Ceux où les performances ont atteint une intensité extrême, délivrant un message qui transcende le cinéma. Ce sont des passages où le cinéma cesse d'être un divertissement pour devenir un miroir, un cri, une confession. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! I don't know if Mama was right or if it's Lieutenant Dan. Forrest Gump a de nombreux moments inoubliables, mais aucun comme le monologue qu'il adresse à Jenny, debout devant sa tombe. C'est probablement la scène la plus honnête de tout le film, parce qu'il n'y a plus d'humour, ni d'anecdotes, juste un homme brisé, parlant du fond de son âme. Tom Hanks ne joue pas Forrest. Il est Forrest. Il n'y a ni grand geste ni rupture forcée, juste de la pause, de la retenue, de la vérité. Chaque mot semble pensé par quelqu'un qui ne comprend pas totalement la douleur qu'il ressent, mais qui la vit quand même. Sa voix se brise sans s'effondrer. Il regarde vers le bas, comme s'il avait peur de ce qu'il ressent. Il ne dramatise pas, il confesse. Et quand il dit « Je ne sais pas si nous avons un destin ou si nous flottons comme une plume », il ne pose pas une question, il supplie. C'est le doute de quelqu'un qui a trop perdu et qui cherche encore un sens. Ce moment ne cherche pas à émouvoir, mais il y parvient, parce qu'il est intime, sincère, dévastateur. C'est le genre de scène où un acteur disparaît. Et ce qu'il reste, c'est une personne qui parle à quelqu'un qui n'est plus là, avec amour, avec culpabilité, avec une tendresse qui, sans le dire, est un adieu. Et le pire, en sachant que personne ne lui répondra. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody. Instead of a bum, which is what I am. Let's face it. Raging Bull ne se termine pas par un combat, ni par une rédemption. Il se termine par un miroir, avec Jake LaMotta, seul, vieilli, répétant des mots qui ne sont même pas les siens. C'est un monologue intime, sec, qui ne crie pas, mais qui saigne. Robert De Niro est devant le miroir en train de répéter un acte, mais en réalité, il se confronte à lui-même. Il cite une réplique de Sur les quais, It was you, Charlie. You was my brother. mais il la répète sans conviction. Comme s'il comprenait trop tard ce qu'il avait perdu. Il n'y a pas de larmes, pas de repentir explicite. Juste un homme qui est tombé du ring il y a des années et qui essaie maintenant de se reconstruire avec ce qu'il lui reste. Des mots, des gestes, des reflets. Le corps ne frappe plus, mais la culpabilité est toujours là. De Niro n'interprète pas un boxeur, il interprète l'écho d'un boxeur. Ce qu'il reste quand la gloire s'en va. Sa voix est tendue, son regard perdu. Et le plus dur, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Juste un silence qui fait plus mal que n'importe quel crochet du droit. Et là, dans cette solitude face au miroir, on comprend tout. Jake ne répète pas. Il confesse. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. Rocky Balboa n'est pas un film sur la boxe. C'en est un sur le fait de vieillir avec dignité. Et son monologue le plus marquant ne se passe pas sur un ring, mais dans la rue, quand Rocky parle à son fils. Il lui dit que la vie, ce n'est pas le soleil et les arcs-en-ciel, qu'elle va frapper plus fort que n'importe qui, que ce n'est pas une question de combien tu peux frapper, mais de combien tu peux encaisser et continuer d'avancer. La phrase fait déjà partie de la culture populaire, mais ce qui compte, ce n'est pas la phrase. C'est comment il l'a dit. Stallone ne surjoue pas, il ne crie pas, il ne prêche pas. Il parle comme un père fatigué, déçu, mais qui croit encore. Il y a de la pause, de la gravité et une tristesse contenue. Il n'essaie pas d'être inspirant, il l'est parce qu'il est honnête. Ce monologue est plus qu'une motivation, c'est une déclaration de principe, de combat, d'identité, de ne pas blâmer le monde pour ce qu'on n'a pas. Et c'est aussi Rocky qui se parle à lui-même, une dernière fois, pour se rappeler qui il a été. Il n'a pas besoin de gants, juste de mots. You can't handle the truth! Son, we live in a world that has walls, and those walls have to be guarded by men with guns. Dans A Few Good Men, le procès ne se joue pas sur les preuves, mais sur les émotions. Et tout explose dans l'affrontement entre Tom Cruise et Jack Nicholson, avec ce monologue qui entre dans l'histoire. Quand Nicholson, dans le rôle du colonel Jessup, fait face à Cruise, il ne défend pas seulement son honneur militaire. Il révèle une vérité que tous craignent d'entendre. La phrase « You can't handle the truth! » n'est pas juste un cri de défi. C'est le cri d'un homme qui a vécu un mensonge si grand que s'il venait à être dévoilé, le monde autour de lui pourrait s'effondrer. Sa présence dit tout, le pouvoir, l'arrogance
et la conviction de quelqu'un qui sait qu'il a raison, même si c'est moralement indéfendable. C'est plus qu'un monologue. C'est une attaque contre la morale, la justice, la vérité elle-même. La manière dont Nicholson le livre, avec ce mélange de fureur et de froideur, transforme la phrase en cri de guerre, en explosion de frustration contenue. Ce qui est en jeu, ce n'est pas juste une vie, c'est tout le système. Ce moment ne cherche pas à te faire aimer le personnage, il veut que tu le comprennes. Et quand il crie, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas de retour possible. You don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody. Instead of a bum. Sur les quais, à l'une des scènes les plus bouleversantes de l'histoire du cinéma. Dans une voiture, avec la pluie dehors et un silence gênant entre deux frères, Terry Malloy, interprété par Marlon Brando, craque. Et il le fait avec un monologue qui est presque un murmure, mais qui frappe comme un coup de poing dans l'estomac. Il ne crie pas. Il ne se défend pas. Il regrette. Terry ne cherche pas la vengeance. Il cherche à être compris. Il parle à son frère comme s'il parlait au passé, à toutes les mauvaises décisions, à la gloire qu'on lui a volée, à ce qui aurait pu être et qui ne l'a pas été. Brando ne joue pas. Il respire la douleur. Il regarde avec les yeux de quelqu'un qui a tout perdu et qui le sait. Le monologue n'est pas long, mais chaque mot est un écho de frustration et de résignation. Et sur cette banquette arrière, la tête baissée et la voix brisée, il crée l'un des moments les plus humains que le cinéma ait capturé. Pas de montage tape à l'œil, juste deux frères, un volant, et une vérité trop douloureuse pour être criée. Et le plus tragique, c'est ça, il n'y a pas de rédemption, juste de l'honnêteté. But there is nothing like the sight of an amputated spirit. There is no prosthetic for that. Le temps d'un week-end a l'un des monologues les plus puissants jamais donnés au cinéma. Frank Slade, un lieutenant-colonel aveugle et furieux contre le monde, entre pour défendre un jeune homme menacé d'expulsion pour avoir dit la vérité. Et il le fait sans filtre, sans diplomatie, avec une intensité qui fend la salle en deux. Al Pacino n'interprète pas, il fonce. Il marche comme si sa canne était un sabre, et chaque mot, une mise en garde. Ce qui commence comme une défense devient une accusation directe contre le système. Il ne protège pas seulement l'élève, il protège une manière de vivre. Une manière que presque plus personne ne respecte, mais qu'il refuse d'abandonner. Sur son visage, il y a de la rage, dans sa voix, des blessures. Mais surtout, de la conviction. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas juste une punition injuste. C'est le principe de tout. La dignité, la loyauté, le courage de tenir bon quand tout le monde plie par peur. C'est le moment où un homme détruit à l'intérieur se rappelle qui il a été. Et il s'en souvient en hurlant. Parce que même s'il est aveugle, ce jour-là, à cet endroit, c'est lui qui voit le mieux ce qui compte. Ce n'est pas un discours, c'est un rugissement moral. Et personne n'ose l'interrompre. You train young men to drop fire on people, but their commanders won't allow them to write fuck. Dans Apocalypse Now, Marlon Brando ne joue pas. Il impose. Quand son personnage, le colonel Kurtz, apparaît enfin après des heures de jungle, de guerre et de folie, il n'y a ni rédemption ni explication. Juste des mots enveloppés d'ombre. Le monologue ne crie pas. Il rampe. Et ce qu'il dit n'est pas une confession, c'est un diagnostic. De la guerre, de l'âme, de la civilisation factice qui ordonne de tuer depuis des bureaux, mais s'offusque d'un mot écrit sur une bombe. Kurtz n'a pas perdu la tête. Il a compris. Et c'est encore plus terrifiant. Brando parle depuis l'obscurité, comme un fantôme. Il pèse chaque syllabe. Chaque pause semble peser une tonne. Sa voix est basse, mais ce qu'il dit reste gravé. Il ne se justifie pas. Il décrit. Il se souvient. Il dénonce. Comme s'il se sculptait lui-même, phrase après phrase. C'est le portrait d'un homme qui a trop vu, qui a franchi une ligne et n'est jamais revenu. Et en le racontant, il ne cherche pas à entraîner personne avec lui. Il veut juste qu'on l'écoute, qu'on comprenne que l'horreur véritable, ce n'est pas la guerre. C'est ce que nous sommes capables de faire, avec logique. Et quand vient la fin, il ne reste plus un général. Il reste un murmure qu'on n'oublie pas. Apocalypse Now ne t'explique pas l'horreur. Il te la murmure. Et te la met en face, avec le visage de Marlon Brando, pour que tu comprennes pourquoi personne ne revient intact de la jungle. All those moments will be lost in time, like
tears in rain. Blade Runner ne se termine pas par un combat. Il se termine par l'un des monologues les plus inattendus et dévastateurs du cinéma. Roy Batty, l'antagoniste durant tout le film, est sur le point de mourir. Et à ce moment-là, il ne se venge pas. Il n'attaque pas. Il dit juste ce que personne n'attend. Qu'il a vu des choses que personne ne pourrait comprendre. Des choses qui disparaîtront avec lui. Et avec cette phrase, tout change. Ce monologue ne redéfinit pas seulement le personnage. Il redéfinit tout le film. Parce qu'avant cela, Roy semblait un méchant, froid, létal, inhumain. Mais en parlant de ce qu'il a vu, de ce qu'il va perdre, il devient plus humain que les humains qui l'ont créé. La scène est simple, un gros plan, la pluie, du sang, une respiration haletante. Mais son impact est immense. Rutger Hauer l'a en partie improvisé, et il en a fait de l'histoire. Ce qu'il a dit n'est pas juste de la science-fiction. C'est une réflexion brutale sur la mort, la mémoire, l'oubli. Ce moment a transformé un répliquant en symbole, de conscience, d'identité, de ce que signifie réellement être vivant. Il n'y a pas de musique épique, pas de rédemption. Juste un homme, ou quelque chose qu'on ne sait plus définir, face à sa fin, avec plus d'humanité que n'importe qui. You're just a kid. You don't have the faintest idea what you're talking about. Dans Will Hunting, Robin Williams ne joue pas un rôle. Il parle comme s'il était seul avec le spectateur. Dans la scène du banc, son personnage, Sean, donne à Will une leçon qu'aucun livre ne pourrait contenir. Will est brillant. Il connaît l'histoire, l'art, la philosophie. Mais il ne sait rien de la vie, et Sean le lui dit, sans crier, sans l'humilier, juste avec la vérité. Il lui parle d'amour, de douleur, de perte, de rester assis près d'un lit d'hôpital. Il lui rappelle que tout cela ne s'apprend pas dans les livres, ça se vit. Et ça fait mal. L'impact n'est pas dans les mots, il est dans le silence qu'il laisse. Car pour la première fois, Will ne répond pas. Il ne peut pas. Quelqu'un l'a regardé en face, sans peur, et lui a dit exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. C'est l'un des monologues les plus humains du cinéma. Il ne cherche pas à briller. Il cherche à briser une carapace. Et il y parvient. En moins de 3 minutes, Robin Williams donne une leçon d'humilité, d'expérience, d'empathie. Pas avec des théories, avec des cicatrices. Ce moment ne change pas seulement le personnage, il change tout le film. Car c'est là que commence, enfin, le vrai voyage de Will. Et ce n'est pas un discours, c'est une vérité. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Le dictateur n'a pas seulement un grand discours, il a le plus grand monologue de l'histoire du cinéma. Le monde vit la Seconde Guerre mondiale et le nazisme. Chaplin, un comédien célèbre pour ne jamais parler à l'écran, brise le silence. Et il le fait pour lancer un message qui, encore aujourd'hui, bouleverse. Le discours final n'appartient pas au personnage. C'est Chaplin qui parle en tant qu'être humain. Il ne joue pas, il supplie. Pour la liberté, pour l'empathie, contre la haine, le nazisme, la déshumanisation. Il demande que nous arrêtions d'être des machines pour redevenir des personnes. Il n'y a pas d'effet, pas de musique épique, juste une voix, un visage et une caméra fixe. Et pourtant, c'est plus puissant que n'importe quel climax de guerre. Parce qu'il ne cherche pas à divertir. Il cherche à réveiller. À cet instant, le cinéma cesse d'être un spectacle. Il devient conscience. Et ce que Chaplin a dit, il y a plus de 80 ans, reste urgent aujourd'hui. Parce que ce n'était pas un scénario, c'était un acte de courage. Ce monologue ne clôt pas simplement un film. Il ouvre une conversation qui ne devrait jamais finir. Et c'est pourquoi il reste, et restera longtemps, le plus grand jamais prononcé à l'écran.